Bonjour à tous et à toutes, bienvenue en webinaire où nous allons vous parler, comme vous l'indique cette première slide, de nutrition et de sédentarité. On va faire le point ensemble. Cette présentation est retransmise en direct et sera captée pour un usage en replay. Je me présente, je suis Angéline, conseillère en nutrition à la PST 41. Anaïs Rual, je suis ergonome à la PST 37. Émilie Myrias, technicienne en hygiène et sécurité au service santé au travail du Loiret. Shirley Hugginson, infirmière en santé au travail au CIHN de Loiret. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale des services de santé au travail interentreprises, nous allons vous parler de l'importance d'une alimentation équilibrée. Puis Anaïs et Émilie vous présenteront les problèmes liés à la sédentarité. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, elles seront relevées tout au long de la présentation et nous essaierons de répondre au mieux en fin de présentation. La nutrition. Qu'est-ce que la nutrition? Donc, la nutrition est une science qui analyse les rapports entre les aliments et la santé. À savoir que le plan national nutrition santé englobe dans le mot nutrition les questions relatives à l'alimentation telles que les nutriments, les aliments, les déterminants sociaux, culturels, économiques, sensoriels et cognitifs des comportements alimentaires, mais aussi de l'activité physique. Qu'est-ce qu'un aliment? Un aliment est composé de macronutriments tels que les lipides, les glucides, les protéines, de micronutriments tels que les vitamines, les oligoéléments, les sels minéraux, d'eau. Il faut savoir que un organisme, enfin les besoins journaliers en eau d'un organisme doivent couvrir entre 70 à 80% du poids corporel. C'est-à-dire que pour un adulte d'environ 60 kg, il faut un minimum d'1,5 litre d'eau par jour. De fibres. Alors, il faut savoir que les fibres représentent la première carence alimentaire. L'apport journalier doit être au moins de 23% sur une journée. Alors, je sais, c'est très compliqué à imaginer, mais avec l'alimentation d'aujourd'hui transformée ou ultra transformée, inutile de vous dire que les fibres, vous n'en avez pas du tout. Un aliment est aussi composé d'un index glycémique. Avec inférieur à 55 est considéré un index glycémique bas, donc là vous pouvez en consommer sans souci. Entre 55 et 65, on parle d'un index glycémique moyen, donc là aussi on peut en consommer. Par contre, là où ça va commencer à poser problème, c'est tous les index glycémiques qui vont démarrer à partir de 70, voire plus. Là, ce sont donc des index glycémiques élevés. Il faut faire, c'est vraiment à consommer avec modération, en sachant que la manière dont vous allez les cuire ont une influence sur l'index glycémique. La pomme de terre est caractéristique entre la patate à l'eau, enfin la pomme de terre à l'eau, et la frite. Et donc un aliment est aussi soit basique, soit acide. Voilà, nous allons vous partager une petite vidéo extraite de Graines de savoir, elle dure 2 minutes et on se retrouve juste après. Sans sucre, sans gluten, sans lait, paléo, vegan, en matière d'alimentation, on entend bien souvent tout et son contraire. Alors, quand il s'agit de bien manger, pas toujours facile de s'y retrouver. Avant de perdre l'appétit, faisons le point sur ce que disent les experts. Rien de révolutionnaire, mais pour apporter à notre corps tout ce dont il a besoin, tout en se faisant plaisir, la clé est de penser variété. Très bien, mais encore. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la recette est simple. Commencez par au moins 400 g de fruits et légumes par jour en misant sur la couleur. Pour faire le plein d'énergie et de fibres, misez sur les céréales, de préférence complètes. Pain, pâtes, riz brun, vous n'avez que l'embarras du choix. Pour les protéines, privilégiez le poisson, la volaille et pensez aux légumineuses. Lentilles, haricots ou pois chiches par exemple, mais aussi aux noix et fruits à coque non salés. À l'inverse,
Mollo sur les sucres ajoutés, sel et matières grasses, car consommés avec excès, ils sont susceptibles de présenter un risque pour la santé. Ayez donc la main légère sur le fromage et la viande rouge et évitez les viandes transformées comme la charcuterie. Pour les matières grasses, préférez les huiles végétales de bonne qualité nutritionnelle, olives ou de colza par exemple. Et allez-y doucement avec les graisses saturées comme le beurre ou encore la crème fraîche. Enfin, autre bon réflexe, pas de stress. L'équilibre alimentaire se construit sur une semaine, pas sur un repas. Pensez sur le long terme. Pour garder la main sur vos apports, préférez le fait maison aux aliments transformés, souvent trop gras, salés ou sucrés. Évitez de grignoter en faisant 3 repas par jour avec éventuellement une collation. Enfin, prenez le temps de choisir vos produits, de cuisiner, d'écouter votre appétit et si possible, manger en famille ou entre amis. Le plaisir n'en sera que plus grand. Tout ça, allié à une activité physique régulière et le tour est joué. Pour en savoir plus sur les fruits et légumes, rendez-vous sur Graines de Savoir. Nous voici de retour. J'espère que ce film a suscité votre attention. Cette pyramide que je vous ai donc mis à l'écran représente l'essentiel de l'alimentation et regroupe un petit peu ce que vous avez pu voir dans la petite vidéo avec ce qui est à consommer de manière, enfin je dirais… On ne voit pas la pyramide. Vous ne voyez pas la pyramide. Ah bah oui, ce serait mieux si je faisais… Merci. Alors, hop, je savais bien qu'il allait y avoir un bug. Voilà. Vous me confirmez, c'est bon? Ok, super. C'est bon. Donc, voici la pyramide alimentaire. Cette pyramide donc, est la référence dans la classification des aliments essentiels. Ça représente un petit peu ce qui a été dit, regroupé là dans la pyramide, ce qui a été dit dans la petite vidéo tout à l'heure, avec à consommer, je dirais presque sans modération, tout ce qui est légumes, les fruits. Malgré tout, il y a quand même ce petit slogan que tout le monde connaît, 5 fruits et légumes par jour. Je pousserai juste en disant 2 fruits et 3 légumes, en sachant qu'un fruit, la quantité à prendre par jour, c'est la valeur de votre poids. Donc, c'est la référence, puisque tous les fruits n'ont pas la même taille. Alors, là, vous voyez aussi que malgré tout, dans cette pyramide, il n'y a pas que l'alimentation, puisque aujourd'hui, on parle plus d'équilibre alimentaire sans parler d'activité physique, ou inversement d'ailleurs. C'est pourquoi on a la base qui est avec l'activité physique, en sachant que nous devrions à peu près pratiquer 50 minutes d'activité physique 3 fois par semaine. Alors, dans l'activité physique, c'est vous déplacer aussi à votre lieu de travail en marchant ou en prenant le vélo plutôt que la voiture. Enfin, voilà, c'est aussi faire le ménage, ce n'est pas que du sport. Au niveau de l'eau, donc s'hydrater le plus possible, comme je vous disais tout à l'heure, au moins 1,5 litre d'eau par jour, en évitant les boissons sucrées, hein, donc tout ce qui va être eau aromatisée, mais donc sans sucre, des thés, des infusions, les légumes, les fruits, les féculents, c'est important donc pour tout ce qui est réserve d'énergie. Ce qu'on appelle les VPO, donc viande, poisson, œufs, la quantité, alors pour la viande rouge, comme il le disait dans la petite vidéo, c'est pas tous les jours. Les œufs, on peut en prendre, là il y a une référence, hein, il faut absolument que vous regardiez sur les œufs, le FR0, FR1 ou FR2, FR3, plus vous allez augmenter dans le chiffre, les œufs seront de moins bonne qualité. Pour tout ce qui est produits laitiers, 1 à 2 par jour. Au niveau des oléagineux, donc ils en parlaient aussi dans la petite vidéo, c'est au niveau de la quantité entre 20 à 25 grammes. C'est bon, mais il ne faut pas en abuser non plus, puisque ce sont avant tout aussi des matières grasses. Concernant les matières grasses, donc vous avez le beurre et les huiles végétales, donc avec modération. Et donc quand vous arrivez sur le haut de la pyramide, évidemment, c'est ce qu'on appelle les produits non indispensables, mais qui malgré tout font plaisir.
Et il faut vraiment les garder de manière très ponctuelle. Sinon, c'est ce qui va rentrer en fait dans tout ce qui est l'alimentation transformée ou ultra transformée, donc à l'origine de diverses pathologies telles que l'hypertension artérielle, le diabète. Donc nous l'évoquerons un petit peu plus loin avec tous les risques que ça engendre. Là, nous arrivons donc sur l'assiette idéale. Donc on vous a représenté la répartition dans une assiette, ce que doit comporter donc l'apport des légumes, donc 50% de votre assiette. Donc viande, poisson, œufs, un quart de votre assiette, les féculents, un autre quart, un produit laitier, un fruit. Alors, une journée, juste comme ça en aparté, doit être composée d'environ, donc c'est sur toute la journée, un apport en lipides de 15 à 20%, en protéines de lipides, en matière grasse 30 à 35%, en protéines 15 à 20% et en glucides 50 à 55%, puisque là c'est tout ce qui va représenter votre réserve d'énergie. Donc là, tout à l'heure, on avait l'assiette pour éventuellement un déjeuner ou un dîner. Mais évidemment, pour tous ceux qui prennent un petit déjeuner, et c'est préférable d'en prendre un, là, vous avez une proposition avec une boisson, un produit céréalier, un produit laitier, un fruit ou un jus de fruits. Vous avez la possibilité de prendre un petit déjeuner sucré ou un petit déjeuner salé, pour ceux qui préfèrent le matin. Le repas équilibré, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il peut être aussi donc composé de crudités où vous pouvez mélanger tout ce qui est légumes, céréales et éventuellement avec un œuf dedans. La portion de viande, donc c'est soit l'un soit l'autre évidemment, soit vous mettez tout dans une salade complète, soit vous prenez par petite quantité mais répartie donc entre votre déjeuner le midi et le soir, un peu de pain et bien sûr de l'eau. Alors, donc là, l'allégation 5 fruits et légumes par jour, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Quels sont les risques du surpoids et de l'obésité? Donc, bien évidemment, des maladies chroniques telles que le diabète gras ou plus ou moins connu maintenant sous le nom de diabète de type 2, le diabète de grossesse, diabète gestationnel, la maladie du foie gras, dont on entend parler de plus en plus, ou la maladie de Nash, des crises de gouttes, des coliques néphrétiques, des calculs dans la vésicule biliaire, des problèmes articulaires, arthrose, lombalgie, des apnées du sommeil, l'essoufflement. Des maladies cardiovasculaires aussi, telles que l'hypertension artérielle, le cholestérol, les triglycérides, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral. D'autres risques, les risques de cancer, chez la femme, le cancer du sein, le cancer des ovaires ou de l'utérus. Il peut y avoir aussi l'incidence sur le cancer de l'appareil digestif, bien évidemment, puisque c'est là aussi où tout se passe au niveau de la digestion. Cancer du carrefour aérodigestif, du côlon, du pancréas, du foie, de la vésicule biliaire. Et ces 18 derniers mois, on a pu se rendre compte que durant cette pandémie, les personnes cumulant le surpoids ou le diabète, ou l'obésité, plus l'hypertension, plus le diabète, on avait eu des risques beaucoup plus importants pour avoir la Covid. Et donc, tous ces risques cumulés n'ont pas été… enfin voilà, la Covid a été catastrophique pour toutes ces personnes. D'autres risques, les risques de dépression, les risques aussi, une mauvaise estime de soi. C'est vrai que quand on n'est pas bien dans son corps, ça se ressent aussi un petit peu de l'image que l'on renvoie. L'absentéisme au niveau de son travail, parce qu'on peut être
plus facilement un système immunitaire moins important. Au niveau du poste de travail, on peut être plus facilement mis en invalidité. Les conditions de travail peuvent être plus difficiles. L'inaptitude, ça peut emmener jusqu'à l'inaptitude. Et on peut être aussi moins efficace à son poste de travail en fonction de ce que l'on mange au moment de la digestion. Voilà. Et c'est une désociabilisation aussi quand on est en surpoids ou en obésité. On a un peu tendance à être renfermé sur soi et donc évidemment moins ouvert aux autres. Alors pour savoir si notre poids est au-dessus de la norme, on va dire, il y a un moyen de le savoir en calculant l'IMC, l'indice de masse corporelle. Pour ça, vous prenez votre poids que vous divisez par votre taille par elle-même. Ça vous donne un chiffre. Ce chiffre, en fait, vient s'insérer dans une des catégories qu'il y a en dessous sur l'échelle que vous avez là, en sachant que inférieur à 18,5, là, c'est carrément de l'insuffisance pondérale, d'en voir éventuellement de l'anorexie, ou à l'autre extrémité, supérieur à 40, où là, c'est l'obésité morbide. Il faut savoir qu'en 2020, près d'un Français sur deux était en situation de surpoids ou d'obésité. C'est extrait de la Ligue contre l'obésité. Alors, en France, 54% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids ou en obésité. Pour vous donner une petite idée, une femme âgée de 20 à 40 ans peut manger jusqu'à une valeur calorique de 2200 calories. Pour un homme, c'est 2700 calories. Évidemment, ça fluctue en fonction de l'âge, de l'activité physique et du sexe. Donc là, c'est vraiment la tranche 20-40 pour une activité moyenne. Maintenant, passons à une alimentation, puisqu'on entend souvent en fait les salariés dire qu'ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas forcément quoi manger. Donc, on va donner des petites idées, des petites astuces. Avant tout, il faut savoir qu'actuellement, le gouvernement français a pris la chose vraiment très au sérieux et a mis en place un petit guide pour les entreprises pour améliorer la santé des salariés par l'alimentation et l'activité physique. Cette phrase suivante est extraite du dernier PNNS, Plan National Nutrition Santé de 2019-2023. Agir au sein de l'entreprise sur la nutrition, l'alimentation et l'activité physique est sans aucun doute un moyen fort de contribuer au bien-être au travail, à la prévention des pathologies les plus fréquentes, à la réduction de l'absentéisme, à l'amélioration de la qualité au travail. Voilà. Ça, c'était surtout en lien donc, avec les autres risques dont on parlait tout à l'heure. L'absentéisme, ça peut être aussi pour l'entreprise un moyen de lutter quand on essaie de mettre en place des choses dans l'entreprise pour une prise de conscience des salariés. Alors, ce que l'on peut proposer donc, aux employeurs, c'est des affiches pour améliorer l'alimentation prise au niveau du restaurant d'entreprise, équiper les salles de pause ou de repas avec un réfrigérateur, un micro-ondes, prévoir un temps de déjeuner d'au moins 30 minutes, c'est très important pour que les gens puissent améliorer leur digestion, la convivialité, les échanges entre collègues et surtout prendre le temps de mâcher. On peut aussi modifier les distributeurs, remplacer les confiseries et les boissons sucrées par des smoothies, des fruits frais, des oléagineux. On peut mettre en place des formations de sensibilisation sur le bien-être,
des informations ludiques sur les bienfaits des repas équilibrés, comme on est un petit peu en train de faire là. Mais là, on peut aller en entreprise et faire pour les salariés intéressés d'une entreprise. Et il existe aussi donc des paniers de légumes via les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il suffit de se renseigner et d'adhérer, et on vous donne des produits de saison de proximité, et vous faites vos... Mais il faut aimer faire la cuisine, mais c'est très bien. Alors, pour ce qui est donc d'une possibilité en restaurant ou restauration d'entreprise, même si vous ne pouvez pas imposer à votre salarié de manger telle ou telle chose, vous pouvez simplement lui suggérer donc sous forme d'affiche. Plutôt privilégier donc une formule juste entrée et plat ou plat et dessert. Une entrée simple où il y aurait plusieurs éléments dedans, donc avec des crudités, mais aussi des céréales, comme on a vu un petit peu tout à l'heure, les repas composés. Des plats, donc en plat, une viande, des légumes, avec un petit peu de féculents, donc un quart de féculents, du fromage avec un petit morceau de pain, un fruit ou une salade de fruits. Il est vrai que prendre un menu complet avec entrée, plat, dessert, c'est quand même un peu plus conséquent au niveau de l'alimentation et va peut-être favoriser davantage une digestion plus compliquée. Des plats en sauce et des fritures, c'est pareil, la digestion prendra beaucoup plus de temps, donc une somnolence. Les pâtisseries, donc beaucoup de sucre, et évidemment un excès de vin, c'est l'alcool, il faut l'éviter. Donc après, pour ceux qui éventuellement s'alimenteraient avec un sandwich le midi, voilà, plutôt privilégier la formule avec du poulet ou du jambon blanc ou des œufs. On peut intégrer dans le sandwich des salades, de la salade, des tomates, des concombres, la moutarde et des cornichons plutôt que la mayonnaise. Plutôt axé sur du pain complet. Donc là, on retrouve les fibres du coup, un fruit ou une compote à l'étage si le sandwich ne contient pas de fromage. Et éviter donc tout ce qui est mayonnaise, charcuterie, le pain blanc, le pain de mie ou le pain viennois. Pour les paniers repas, donc la lunchbox, on peut préparer en amont avec des crudités, des légumes cuits, des viandes maigres, des féculents, un produit laitier, un fruit. Être assez au niveau des matières grasses, donc au niveau de l'assaisonnement, être très léger sur les cuillères d'huile. Au niveau des produits sucrés, il faut savoir que l'OMS donne comme chiffre 50 grammes de sucre par jour. Donc, on y arrive quand même très, très rapidement déjà en ne surconsommant pas de produits comme des gâteaux, des choses comme ça. Et la limite de sel, quant à elle, est limitée à 4 grammes par jour. Si vous avez besoin de conseils, d'aide, vous avez le site www.manger-bouger.fr qui peut aussi vous proposer des menus. Il y a la fabrique à menus. C'est assez ludique et comme ça, vous pouvez chercher des idées et vous les préparer par la suite. Alors, la bête noire, le fast-food, même si vous pouvez malgré tout y manger de temps en temps, on va plutôt aller sur un burger simple avec des crudités, avec plutôt donc des pains complets ou aux céréales. Donc là, on retrouve toujours les fibres comme ça. La moutarde et le ketchup plutôt que la mayo, les yaourts à boire, une salade de fruits et évidemment de l'eau ou un jus de fruits 100% jus et non pas les sodas. Donc on évitera les menus XXL avec les frites, les aliments panés, donc la mayonnaise et les sodas. Pour tous ces repas, en fait, il faut savoir que quand on est mieux informé, on est plus fort. C'est une petite phrase que donne le docteur Régina Lalouche, un hépatologue, donc spécialiste du foie et du diabète, qui je
je pense que plus on informe, plus les gens prendront conscience petit à petit de leur alimentation. Donc, adapter son alimentation à ses horaires. Donc là, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué, mais vous aurez des flyers à disposition dans vos services de santé au travail, entre autres celui-ci, sinon en lien sur le site. Le matin sera plutôt, pour les équipes du matin, voilà, on va plutôt passer sur 4 prises alimentaires, que ce soit le matin, l'après-midi et la nuit, en essayant de garder au maximum les repas essentiels, donc les repas du petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Voilà, et donc une petite collation au lever, ou quand on est d'après-midi, une petite collation dans l'après-midi, et la nuit, voilà, répartir une petite collation 3-4 heures en fonction des horaires, bien sûr, et essayer de prendre un petit déjeuner, en fait, sur son lieu, quand on travaille de nuit, sur son lieu de travail avant de rentrer, de manière à ce que le trajet permette une digestion. Et voilà. Passons à la sédentarité. Bonjour, enfin rebonjour. Donc du coup, je vais vous partager mon écran. Voilà, donc petite précision. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à la partie nutrition. Comme cette partie est terminée, si vous reste des questions en tête, vous pouvez poser les questions sur le chatbot et nous y répondrons à la fin. Donc, on va à présent aborder la sédentarité. Donc, dans un premier temps, je vais voir avec vous un petit peu de quoi on parle, la définition, les risques. Et puis, ma collègue du CIHL verra avec vous des solutions concrètes à mettre en place pour lutter contre la sédentarité. Alors déjà, de quoi on parle? Voilà, donc la sédentarité, c'est une situation d'éveil avec une dépense énergétique proche du zéro, donc en position assise ou allongée. Par exemple, lorsqu'on lit dans le bus ou on travaille devant notre écran d'ordinateur ou on est sur notre canapé en train de regarder la télévision. Donc attention, c'est bien une situation d'éveil. Hein, lorsque l'on dort, ça ne compte pas comme de la sédentarité. Et c'est bien une situation. On n'est donc pas sédentaire ou non sédentaire. On a un nombre d'heures de sédentarité. C'est un comportement. Ce n'est pas le fait d'être... On ne peut pas catégoriser quelqu'un comme sédentaire ou non sédentaire. Alors, pour bien comprendre la sédentarité, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de comprendre qu'est-ce que l'inactivité physique, qui est une notion proche avec laquelle on pourrait la confondre. Donc, on va un petit peu voir cette notion-là pour pouvoir bien la distinguer et mieux comprendre les limites de la sédentarité. Donc, l'inactivité physique, là, c'est différent parce qu'il y a bien un seuil qui a été fixé par l'OMS en 2010. Donc, on est en inactivité physique si on a un niveau inférieur à un seuil recommandé d'activité physique, d'intensité modérée à élevée. Alors, attention, du coup, intensité modérée à élevée, c'est vrai que même moi, par la suite, je vais avoir tendance à utiliser le mot sport un petit peu par facilité, parce que c'est plus rapide, mais ce n'est pas forcément donc du sport intense. Si vous faites une marche active, ça compte comme de l'activité physique. Si vous faites une balade avec un enfant de 3 ans qui s'arrête à chaque trésor de la nature, ça ne compte pas, c'est sûr. Mais du coup, une activité modérée, ça compte comme de l'activité physique. Et donc, ça va compter dans le calcul par rapport au seuil. Donc, l'OMS, pour un adulte, hein, parce qu'un enfant, ça va être différent, le seuil est fixé pour un adulte à 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée, au minimum 5 fois par semaine. Donc, si on veut faire un petit résumé à garder en tête quelque chose de simple, la sédentarité, c'est être assis ou allongé, en mettant de côté le sommeil. Et l'inactivité physique, c'est ne pas faire assez d'exercice physique. Alors, certes, on comprend ce que c'est maintenant, mais quels sont les risques? Quel est le problème si je suis souvent en situation de sédentarité? Eh bien, pour tous, ça accroît de nombreux risques, comme le risque d'accident vasculaire cérébral, d'infarctus du myocarde, le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer, les TMS, un fameux trouble musculo-squelettique dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Ça augmente également le risque d'atteinte à la santé mentale et le risque d'obésité.
Et pour la femme enceinte, il y a aussi des risques spécifiques liés à des complications prénatales comme une fatigue accrue, un gain de poids excessif, du diabète gestationnel, de l'hypertension, la prééclampsie aussi. Donc en fait, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que ça augmente la mortalité, toutes causes confondues. C'est au niveau mondial, hein, c'est une source de l'OMS, hein, c'est le 4e facteur de risque de mortalité dans le monde. Donc, c'est un risque qui est très important et pour autant, il est très pernicieux parce qu'on ne va pas dire de quelqu'un qu'il est mort de sédentarité. On va dire qu'il est mort peut-être d'un cancer, sauf que la sédentarité a pu jouer un rôle dans l'aggravation de la possibilité, du coup, du risque de développer ce cancer. Voilà. Alors, on va prendre un petit exemple pour bien comprendre ces deux notions entre l'activité physique et la sédentarité. Et donc, on va prendre l'exemple d'un cadre et d'un agent de sécurité. Donc, on va avoir un cadre qui travaille 8 heures par jour assis. Donc, voilà, quelque chose d'assez classique, soit devant son écran, soit en réunion. Il va avoir un trajet d'1 heure de voiture par jour, hein, c'est quelque chose aussi d'assez classique. Par contre, lui, il est très sportif. Hein. On a pris l'exemple d'un cadre, vraiment, il est sportif, il fait 7 heures de sport par semaine. Et puis, en dehors de ça, il a des temps assis dans sa journée pour regarder la télé, l'ordinateur. Il est sur son smartphone, il fait de la lecture. Les temps de repas aussi, il est assis. Et notre agent de sécurité, lui, il travaille aussi 8 heures par jour, mais il est debout, principalement statique, mais debout. Il va avoir le même temps de trajet, également en voiture, donc assis. Et par contre, lui, il est moins sportif, mais vous remarquerez que même s'il est moins sportif, il fait quand même 2 heures de sport par semaine. Et donc, ça reste quand même quelqu'un de sportif par rapport à la norme des Français, puisqu'il faut savoir que seuls 12% des Français font au moins 2 heures de sport par semaine. Donc, il paraît beaucoup moins sportif que notre cadre, mais il l'est quand même de façon assez importante par rapport, pas par rapport aux recommandations, hein, mais par rapport aux Français moyens, on va dire. Et donc, on va dire qu'il a le même temps assis aussi par jour pour être sur son canapé, en train de lire, regarder son smartphone, regarder la télévision, etc. Alors, par rapport à l'inactivité physique, si on regarde ces deux profils, qui va être inactif physiquement au sens de l'OMS? Eh bien, c'est l'agent de sécurité parce qu'on regarde vraiment l'activité physique et donc il a 2 heures de sport, il est en dessous du seuil. En revanche, le cadre, il est au-dessus du seuil, donc il n'est pas en inactivité physique au sens de l'OMS. Par contre, qui est le plus sédentaire? Eh bien, là, on voit que ça s'inverse en fait, puisque c'est le cadre qui est le plus sédentaire, avec 12 heures assis par jour, alors que l'agent de sécurité, comme il a un travail où il est debout, en fait, il est beaucoup moins sédentaire que le cadre. Alors, là, on comprend bien que c'est vraiment deux notions différentes. Pour autant, la question qui se pose, c'est est-ce que, certes, je suis très sédentaire, mais si je fais de l'activité physique, est-ce que c'est pas forcément, ça ne pourrait pas être une solution? Alors, l'activité physique, ça permet de diminuer les répercussions de la sédentarité sur la santé. Donc, effectivement, voilà, ça a une influence, ça va diminuer les effets. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est que dans le cadre d'une activité physique standard, ça ne va pas suffire à annuler, à supprimer complètement les effets. Alors, pour bien comprendre un petit peu cette notion par rapport à la pratique physique standard, de quoi on parle, c'est qu'en fait, pour compenser 7 heures de sédentarité, il faudrait 1 heure à 1 heure 15 d'activité modérée à intense pour vraiment compenser ces 7 heures. Donc, par exemple, dans l'exemple de notre cadre, il est vraiment très sportif, je pense que tout le monde en conviendra, et pour autant, il ne va pas compenser complètement, il ne va pas annuler les effets de la sédentarité sur la santé. Parce que lui, il passe 12 heures assis par jour. Donc, c'est vraiment important de comprendre là que c'est vraiment utile, mais ça ne va pas pouvoir être faisable comme seule solution, puisque ça ne va pas être viable dans la vie de tous les jours de faire autant de sport pour vraiment compenser si on a un travail qui nous demande d'être assis de nombreuses heures dans la semaine. Voilà, tout va dépendre en grande partie en fait des heures de travail et dans quelle position on est au travail.
Alors, quelle est la solution? Du coup, je vais passer la main à ma collègue. Bonjour à tous. Alors, quelle est la solution? Hop. Quelle est la solution? C'est tout simplement de combiner différentes solutions. Du côté salarié, en plus d'une activité physique régulière que vous pouvez exercer, ça va être essayer de se redonner de la mobilité, du mouvement au cours de la journée. Donc, d'utiliser l'escalier en priorité quand il y a des escaliers, dans son immeuble, au travail. De chercher à se lever, bouger un minimum toutes les 30 minutes, de réaliser autant que possible des pauses actives pour aller marcher, de se rendre d'un bureau à un autre, à la photocopieuse. De s'accorder également une vraie pause déjeuner. Vous l'avez vu pour la partie nutrition, c'est important d'avoir un minimum de 30 minutes pour déjeuner pour l'assimilation des aliments, mais prendre aussi le temps pour aller marcher et se faire un petit peu d'activité physique en dehors du repas, c'est aussi très bénéfique. D'aller échanger avec les collègues quand c'est possible, plutôt que d'envoyer un mail, donc de se rendre au bureau du collègue d'à côté ou de son responsable. Ça permet toujours de se remobiliser, de donner un peu de dynamisme, d'éviter cette posture statique assise. Privilégier les trajets à pied, à vélo, en trottinette, des moyens de transport qui encouragent à la mobilité. Chercher à s'étirer régulièrement également à son poste de travail, à faire des étirements, que ce soit debout, même également assis, et toute autre initiative qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'était pour le côté salarié. Et l'employeur, que peut-il faire, lui, à son niveau? On va essayer de voir ensemble les mesures que l'on peut vous proposer. Alors, tout d'abord, en tant qu'employeur, ça va être de considérer la sédentarité comme un véritable risque professionnel, donc c'est-à-dire le prendre en compte et le faire figurer dans son document unique d'évaluation des risques professionnels. Comme tout autre risque professionnel, il doit être traité et chercher à mettre en place des actions de prévention qui permettent de limiter. Pour cela, votre service de santé au travail peut vous accompagner dans la constitution et la mise à jour du document unique. N'hésitez pas à nous solliciter, on peut intervenir pour vous aider dans cette démarche et dans la prise en compte de ce risque. Quelle autre solution pour l'employeur également? Donc, on peut travailler sur l'aménagement des locaux. Ça peut être installer des tables hautes pour les pauses, favoriser des pauses debout, des temps d'échange aussi debout, à la pause café, des petites réunions. D'aménager des vestiaires et des douches sur le lieu de travail, notamment pour tous ceux qui ont des bureaux, d'installer des vestiaires et des douches pour favoriser justement la venue à vélo le matin pour les salariés ou encourager la pratique sportive pendant la pause déjeuner. De prévoir un garage à vélo sécurisé pour justement favoriser ce moyen de transport. Ça peut être le vélo, ça peut être la trottinette, mais que le salarié puisse ranger son matériel en toute sécurité. Ça l'encourage aussi à utiliser ce moyen de transport. Ça peut être également de dédier une salle pour l'activité physique, donc avec du matériel à disposition, des tapis de marche, des vélos elliptiques ou tout simplement des tapis de sol pour pouvoir faire des étirements, du yoga. Sachez également qu'en 2021, donc en mai 2021, un décret est sorti qui peut permettre aux entreprises de bénéficier d'exonérations de cotisations et de contributions sociales si elles encouragent leurs salariés à la pratique sportive. La principale condition pour cela, c'est que cette pratique sportive doit être dédiée et réservée à l'ensemble du personnel. Tous les salariés doivent y avoir accès et dans cette mesure, les exonérations de cotisations peuvent se mettre en place. Donc, ça peut être aussi bien proposer des cours collectifs au sein de l'entreprise comme l'aménagement d'une salle avec des dispositifs dédiés. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau du décret. L'employeur peut également proposer des sensibilisations et encourager les salariés. Alors, sensibiliser les salariés aux risques liés à la sédentarité pour mieux connaître les risques. Donc, ça peut être des sensibilisations que vous demandez à votre service de santé au travail, dans lequel on va venir faire, par rapport à votre entreprise, une sensibilisation. De mettre à disposition des salariés la plaquette « Lutter contre la sédentarité ». Donc, on va vous la mettre là dans le chatbot. Vous pourrez la télécharger comme ça, de cette manière-là. Vous aurez le lien pour la télécharger. Mais également, nous vous enverrons plus tard donc, le support que nous sommes en train de vous présenter, dans lequel vous pourrez télécharger également les liens. Ça peut être aussi de proposer des étirements collectifs vos salariés, de se dédier des temps de pause où on favorise les étirements pour encourager à cela. D'encourager aussi toutes les initiatives personnelles que peuvent prendre les salariés pour se remobiliser. Inciter les salariés à utiliser les escaliers, les pauses debout, le vélo. Encourager également les pauses toutes les 2 heures lors des trajets en voiture.
Donc, en tant qu'employeur, ça va être de prendre en compte dans le temps de trajet dédié aux salariés des temps de pause pour l'encourager justement à faire des pauses actives de toutes les 2 heures, de faire une pause, d'aller marcher, de prendre l'air et voilà, de sortir de son véhicule vraiment pour pouvoir faire des étirements et marcher, c'est important. Ou bien également participer financièrement aux inscriptions aux activités physiques que peuvent faire les salariés, ou bien proposer des primes pour les salariés qui se mobilisent à venir en vélo au travail ou tout autre moyen de locomotion en dehors du véhicule, de la posture statique. Voilà, pour encourager le vélo, la trottinette, la marche à pied. Au niveau de l'organisation du travail, on peut aussi agir en essayant de réaliser des réunions courtes, debout. Au lieu de faire des longues réunions assis, voilà, de les réaliser debout pour justement éviter cet aspect sédentaire. D'éviter les plats de repas lors des réunions, parce que la pause repas doit être l'occasion de marcher un minimum et de s'aérer. Donc plutôt aller prendre l'air, d'aller à l'extérieur. Éviter également tout ce qui va être de manger à son poste de travail, si possible, justement pour permettre de marcher, d'aller manger à l'extérieur ou dans une salle voilà, de repos dédiée, mais d'encourager à la marche. Au niveau de l'aménagement du poste de travail, aussi proposer des casques audio sans fil. Alors, c'est valable pour les personnes qui sont amenées à être longtemps, passer de longs moments au téléphone pour qu'elles puissent justement passer leur coup de téléphone en étant debout, en marchant. Et souvent, ça dégourdit, ça permet aussi d'être un peu moins stressé. Donc, c'est toujours favorable d'avoir un casque qui permet d'avoir plus de liberté à son poste de travail. De centraliser les imprimantes un peu à l'écart, donc d'avoir des salles d'édition dédiées. S'il y a des soucis de confidentialité, sachez qu'il est toujours possible de donner des codes d'impression dédiés à chaque salarié qui peut être saisi lorsque la personne va récupérer ses éditions. On tape le code, on récupère les éditions qu'on a pu lancer. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir avec le service informatique qui sont possibles. Mais justement, ça encourage le salarié à se déplacer et à se mobiliser plutôt que de rester assis à son bureau à récupérer ses éditions. C'est également proposer des plans de travail réglables en hauteur pour alterner les postures. Ça encourage à une posture qui peut être debout ou une posture aussi semi-assise, voire assise si nécessaire. Mais voilà, ça peut aussi la possibilité d'être debout. Alors, au niveau des plans de travail en longueur, un peu réglables en hauteur, donc un petit focus, il y a différentes possibilités qui peuvent être proposées. Un nouveau bureau réglable en hauteur, donc ça c'est bien et c'est favorable, notamment si vous privilégiez le changement complet du mobilier ou si vous aménagez de nouveaux bureaux ou des nouveaux espaces de travail, pensez directement à investir dans de nouveaux bureaux réglables en hauteur. Si c'est déjà du mobilier existant, pour un moindre coût, vous avez la possibilité d'avoir des pieds réglables en hauteur qui sont fixés sur la surface de vos bureaux existants. Donc ça, c'est vraiment sur de l'aménagement de l'existant. Ou bien mettre en place également des supports à hauteur variable. Alors pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des reposes documents, faire attention, ce type de dispositif n'est pas toujours compatible, mais il peut l'être, c'est à se renseigner auprès de vos fournisseurs. Donc le support à hauteur variable permet justement de travailler aussi bien debout que assis. Quitte à changer de mobilier ou de prendre des dispositifs, essayez de prévoir un dispositif quand on va s'arrêter. Émilie, on t'entend moins bien. Ah. Voilà, c'est bon. Vas-y, tu peux reprendre sur les dispositifs électriques. Merci. Donc, la mémorisation permet de mieux s'adapter directement à la hauteur de la personne et d'éviter tout ce qui est trouble musculo-squelettique. Parce que si on veut faire vite à se remettre à adapter la hauteur, on peut prendre de mauvaises postures. Si la mémorisation est déjà inclue, on sait que ce sera directement bien adapté aux salariés. Et toujours demander une phase de test avant l'achat, demander aux fournisseurs des périodes d'essai afin d'essayer le matériel. Et ce qui peut convenir à un salarié ne va pas forcément convenir à l'autre, d'où l'importance de ces phases de test. Et la Swiss Ball, on en entend de plus en plus parler. Est-ce qu'elle peut être une solution miracle? Quels sont les avantages et les inconvénients? Alors sachez que la Swiss Ball, elle permet d'induire une posture plus dynamique et variée. C'est son avantage. Et elle permet également d'introduire, elle sollicite davantage donc, les muscles, une posture musculaire pour vraiment garder le dos droit. Donc, c'est un peu mieux que d'être assis sur son siège parce que justement, on cherche à travailler, à régler sa posture. En revanche, ce n'est pas un dispositif que l'on peut utiliser en continu parce que sinon, on va être contre-productif, on va sursolliciter les muscles, on peut avoir des crampes. Ce n'est pas ce que l'on recherche. La Swiss Ball, elle doit être utilisée uniquement sur la base du volontariat et en complément de d'autres actions. Ça ne peut pas être qu'une seule solution.
Il faut savoir également que seule la taille de la balle permet de choisir la hauteur. Donc, ce n'est pas suffisant. Et pour ne pas introduire des TMS derrière cela, elle doit souvent être combinée avec un plan de travail justement réglable en hauteur pour que le salarié soit le plus adapté possible à son poste de travail, notamment quand on réalise du travail sur écran, c'est important. Il faut savoir aussi qu'il existe différentes tailles de balles en fonction de la morphologie de la personne, si on est grand ou si on est petit. La taille de la balle va varier. Et le gonflage aussi, ça doit être assez souple. Donc, une seule balle ne peut pas convenir à l'ensemble du personnel, d'où l'importance de faire le bon choix et de demander l'avis à l'ensemble des salariés. Si vous souhaitez plus de renseignements, pareil, on va vous mettre dans le chat une fiche à télécharger. C'est la suivante. Voilà. Donc, cette fiche vous reprend un petit peu les avantages, les inconvénients, les conseils que peut vous conseiller par rapport à la Swiss Ball et en quoi ça consiste, comment la mettre en place, etc. Voilà. Si vous voulez un petit peu plus loin sur ce dispositif, vous pouvez récupérer cette fiche. Donc, je vais remercier tous les auteurs qui ont contribué à co-construire le support que l'on vient de vous présenter, donc au sein des différents services de santé au travail. Vous pouvez donc solliciter vos différents services de santé au travail, justement, si vous le souhaitez plus loin, si vous souhaitez mettre en place des sensibilisations au sein de vos entreprises ou si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chatbot. Actuellement, on est là pour y répondre. Et voilà aussi les liens utiles sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Merci à tous. Alors, par rapport à la question de la diffusion de la vidéo, donc cette vidéo étant en ligne, en libre accès, on aurait tendance à vous dire oui. Et pour autant, comme on n'est pas spécialiste au niveau juridique, nous allons nous renseigner auprès de nos services de santé au travail. Donc, n'hésitez pas à nous écrire ou à demander à votre service de santé au travail. Je ne sais pas, du coup, la personne intéressée, Véronique Bouclon, je ne sais pas à quel centre, à quel service de santé au travail vous êtes rattaché, mais on fera remonter la demande. CIHL, d'accord. Ok, bon, ben, du coup, les collègues du CIHL feront remonter la demande à la direction. Oui, on peut voir ça ensemble. Vous pouvez faire la demande. On peut aussi co-construire ensemble, si ça vous intéresse, de sensibiliser à la sédentarité et la nutrition. On peut co-construire aussi ensemble des supports ou reprendre celui-ci pour vraiment l'adapter à votre entreprise et venir en interne vous proposer des sensibilisations, c'est possible. On vous met également, je vous mets là le lien. Le lien, ça, on n'envoie pas de lien. C'est pas pratique, ça n'envoie pas de lien. Pour aller télécharger... Non, ça ne marche pas. Pour aller télécharger les plaquettes, donc c'est le site de l'APST 37 en ce qui concerne la plaquette sédentarité et la plaquette Swiss Ball. Je vais essayer de trouver un moyen que ça s'affiche correctement. Voilà, et ma collègue, du coup, vient de vous mettre le lien pour... Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc, le lien du CIHL que vous a mis Émilie, c'est pour la partie alimentation. Et là, du coup, moi, je vous ai mis un lien où il y a différentes fiches, dont Swiss Ball, qui est tout en bas, et sédentarité. Voilà, j'ai juste mis un espace entre les deux points, après les deux points du HTTPS, pour que ça puisse bien s'afficher. Donc, il suffit d'enlever l'espace. Il y avait une question concernant le siège assis genoux. Ah oui. Est-ce qu'on peut répondre? Oui, mais je propose d'y répondre, Émilie, si tu veux. Oui. Donc, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plébiscité par les vendeurs de ce type de siège. Ça a été à un moment donné dit comme étant la solution, mais c'est pas le plus recommandé parce que ça donne divers soucis. En fait, ça va dépendre de la personne, mais du fait de la position, ça peut être mauvais pour la circulation sanguine, pour les genoux.
Mais les sièges, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on dit toujours, c'est comme ce qu'elle vous disait par rapport aux plateformes réglables en hauteur, c'est qu'en fait, il faut toujours mener des essais. Un siège, c'est vraiment personnel parce que chacun a sa morphologie, sa taille, sa corpulence, ses préférences, sa pathologie, même pour une même pathologie. Un siège va être adoré par un salarié et détesté par un autre. Donc, il faut vraiment faire des essais. Et le siège assis genou, faut faire des essais. Enfin, nous, quand on a un salarié du coup qui est très attaché à l'idée que ça va être ce qui est le mieux pour lui, on lui fait faire un essai. Alors, il se trouve que pour l'instant, ça n'a jamais été validé, hein, mais on lui fait essayer ce type de siège et d'autres types de sièges. Et après, il peut choisir. Mais c'est sûr que ça va dépendre s'il a des problèmes de circulation sanguine ou pas, de genoux ou pas, s'il reste longtemps assis, s'il est 8 heures sur ce siège ou s'il va être très peu de temps. Ça va pas donner, du coup, influencer de la même manière le salarié au niveau de son ressenti. Donc, c'est pas la première chose vers laquelle il faut se tourner. Mais après, c'est bien de faire des essais. Si on a besoin de ressentir les choses, on peut faire un essai avec un fournisseur de manière à pouvoir l'essayer, quoi. S'en rendre compte soi-même si ça nous convient ou pas. Mais je crois que je vais vous chercher pendant. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vais chercher. Je crois que j'avais trouvé. Je crois qu'INRS avait fait quelque chose par rapport au siège assis genou pour compléter ce que je dis. Se lever toutes les 30 minutes, oui, c'est possible. Après, ça dépend effectivement du travail. Et s'il y a une nécessité par rapport à une chaîne, par exemple, où on doit être assis, ça peut éventuellement causer des problèmes. Et pour un salarié qui travaille sur écran, se lever toutes les 30 minutes, ça peut être possible. Voilà. Okay. Nous avons une autre question sur la sédentarité. C'est Lindsay Daggett. Elle voulait savoir sur quelle étude la notion de 30 minutes d'activité physique est basée. Sur quelle étude la notion de 30 par rapport alors ça, moi, je ne sais pas, c'est un travail c'est l'OMS. Hein, faudrait creuser au niveau de l'OMS eux-mêmes sur quelle étude ils se sont basés. Mais alors ça, du coup, on ne va pas pouvoir vous répondre par rapport à leur définition, en fait. J'ai le soleil. Et il y a quelqu'un qui a proposé un lien. Je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Ok, donc le lien que vous proposez, c'est pas par rapport au Swiss Ball, c'est pas par rapport au siège assis genou. Moi, j'étais restée là-dessus. Mais c'est un autre travail qui a été fait par l'INRS. Après, ça peut être complémentaire. Vous pouvez regarder les deux et proposer aux salariés ce qui vous convient mieux. Hein. Il n'y a pas de problème. Je rebondis juste sur la personne qui a fait un peu d'humour sur si on boit beaucoup, on se lève toute la nuit pour aller aux toilettes. C'est vrai qu'on peut l'imaginer, mais c'est 1,5 litre d'eau, malgré tout, c'est ce que votre organisme a besoin pour fonctionner aussi, pour la digestion, pour les organes, pour alimenter le cerveau. Voilà, donc 1,5 litre, c'est vraiment un minimum déjà, ne serait-ce que pour l'organisme. Donc, ce que vous allez boire en plus, c'est éventuellement, si vous venez à faire de l'activité physique, comme c'était évoqué, il va donc falloir que vous buviez quand même un petit peu plus, puisque vous allez suer. Et puis, voilà, donc entre 1,5 litre et 2 litres, en sachant que si vous mangez beaucoup de légumes, il faut l'incorporer, puisque vous avez de l'eau dedans. Puisque, comme je disais tout à l'heure, un aliment est composé aussi d'eau, donc il faut le prendre en compte. Tout ce que vous allez prendre comme tisane, comme café, éventuellement sans sucre, bien sûr. Voilà, il faut inclure ça. C'est pas apporter forcément votre bouteille d'eau d'1,5 litre, vous dire qu'à la fin de la journée, il faut que vous l'ayez fini. Il faut inclure aussi tout ce que vous allez consommer durant la journée. Je précise juste une toute petite chose, c'est qu'il est quand même fortement recommandé d'éviter de boire en mangeant, puisqu'en fait, ça dissout les sucs gastriques. Donc, dans l'idéal, c'est s'arrêter une demi-heure avant de manger,
enfin, quand on sait qu'on va se faire la pause repas, on s'arrête une demi-heure avant et on reprend 1h30 après. Je vais m'arrêter parce que je vois que le timing qui nous était accordé est terminé. Donc, voilà, je donne le mot de la fin. Merci à tous de votre participation. Oui, je ne sais pas si... Ah, si vous êtes encore là, j'avais un doute s'il y avait encore quelqu'un. Je ne sais pas trop. Merci, Laetitia Dubois, d'avoir écrit. Merci pour vos questions. Merci à vous. N'hésitez pas à vous tourner vers votre service de santé au travail si vous voulez en savoir plus ou des interventions en entreprise. Merci. Bonne journée, merci.